Olivier Faure, qui est député de Seine-et-Marne et premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin, Olivier Faure. On va commencer, nous allons évidemment revenir sur le discours de politique générale de Michel Barnier, mais je voudrais commencer avec la situation au Proche-Orient, avec l'Iran qui a lancé plusieurs missiles, entre 180 et 200, vers Israël. Ces missiles ont été interceptés, 2 blessés. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël, vous aussi ? Bien sûr. Il exige, Emmanuel Macron, que le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population. Vous aussi ? Bien sûr. Il demande aux autorités israéliennes de mettre fin au plus vite à leurs opérations militaires. Vous aussi ? Oui, je crains l'escalade. Et donc, oui. effectivement, la position de la France, en l'occurrence, est une position que je trouve parfaitement équilibrée et juste. On a besoin à la fois de protéger l'État d'Israël face à un régime théocratique qui a ses proxys dans la région et qui a toujours été une menace pour les Israéliens. Et en même temps, nous avons besoin aussi que Israël comprenne que nous ne pouvons pas aller vers une guerre totale dans cette région parce que ça menace la sécurité du monde. C'est ce qu'a dit Michel Barnier hier. Vous êtes sur la même ligne. Il a dit. Mais ça peut arriver, Jean-Jacques Bourdin. Oui, non, c'est pas impossible. Non, mais moi oui, mais vous êtes dans. Ça y est, il vous a conquis, le Premier ministre. Il vous a conquis. Il parle de compromis, de travail avec l'opposition. Je vais y revenir. Mais oui, Olivier Faure, il a dit en matière de politique étrangère, il a dit l'influence française ne se décrète pas en matière internationale, mais se construit patiemment en défendant nos intérêts sans arrogance et en prêtant attention à tous nos partenaires. Ça veut dire quoi, ça ? C'est un message envoyé à Emmanuel Macron, selon vous ? C'est un uppercut pour Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, et on le voit bien s'agissant par exemple du Liban, où le président s'était dépêché de se considérer comme le protecteur du Liban et qui n'a rien réussi. Et donc il y avait beaucoup d'esbroufs dans la politique macroniste, notamment en matière de politique étrangère ou européenne, et que effectivement cette façon de procéder n'est pas forcément la meilleure. Et que moi je préfère les gens qui... la diplomatie, c'est d'abord une forme de discrétion, c'est d'abord une capacité à convaincre et à ne pas tout ramener à soi. Ceux qui ramènent tout à eux, en réalité, prennent souvent le risque de ne rien obtenir. Olivier Faure, le Premier ministre a lancé un appel à toutes les formations politiques, au PS donc, que vous dirigez. Avançons pas à pas, trouvons des chemins communs, des compromis, prenons soin de la République, elle est fragile, dépassons nos divisions et nos querelles. Est-ce que vous saisissez cette main tendue ? Si c'est une main réellement tendue, je la saisirai. J'ai trouvé le Premier ministre habile. Mais l'habileté, ça ne remplace pas la volonté. Et moi, j'aimerais, après ce discours, qui était un discours en réalité plein d'ellipses, qui ne permettait pas réellement de saisir ce qu'il ferait, eh bien, je veux tester, je veux voir à l'épreuve des faits, et on verra à ce moment-là ce que nous décidons. Mais la réalité, c'est qu'il est entré en cohabitation avec le Parlement. Le pouvoir, il est au Parlement. Il a d'ailleurs lui-même reconnu, puisqu'il a dit qu'il dépendait du Parlement et son avenir dépendait exclusivement de notre volonté. Eh bien, nous verrons ce qu'il est prêt, lui, à faire. Parce que les compromis, c'est un joli mot, mais ça ne sera pas pour nous la compromission. Et donc ça suppose qu'il y ait cette capacité à envisager, effectivement, de faire des pas en direction de ceux qui, malgré tout, étaient en tête de l'élection. Parce qu'il a parlé 28%. beaucoup... Oui, 28%, c'est exactement le score d'Emmanuel Macron il y a 2 ans pour les élections présidentielles. Tour, Et aux législatives, il a fait 26%. 26%. Et il a gouverné pendant 2 ans. Et ça n'a gêné personne. Tout le monde a trouvé que c'était parfaitement légitime. La légitimité, elle est du côté de la gauche. Mais évidemment, maintenant, il y a une dette démocratique de la part de Michel Barnier. Cette dette démocratique, c'est tout simplement qu'il doit aux Français qui ont voté une politique qui n'est pas celle pour laquelle ses amis ont plaidé, puisque son parti à lui, il a fait moins de 6%. Et donc, il y a une dette démocratique qu'il doit maintenant honorer. Cette dette, il doit l'honorer en acceptant des compromis avec la gauche qui lui proposera, notamment lors du budget, qui fera des propositions très claires pour permettre à la fois de rembourser une partie de la dette, de faire en sorte aussi
de viser d'autres dettes. Je pense notamment à la dette écologique et puis la dette démocratique dont j'ai parlé. La dette écologique. Il a employé le mot dette, d'ailleurs, hein, qui n'était pas employé par la majorité précédente. Bien, je vais revenir sur tout ça, mais pendant le discours de Michel Barnier, au début, il y a eu cette contestation de la France insoumise qui a brandi des cartes d'électeurs. Il n'a rien dit, d'ailleurs, il n'a pas bronché. C'est dommage, je ne sais pas, je ne comprends pas, parce que pendant que Marine Le Pen parlait, la gauche n'a pas bronché, là. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand c'est Michel Barnier qui est à la tribune, une partie de la gauche, pas vous, parce que j'ai regardé la télévision, vous étiez calme, tranquille. Comme toujours. Comme toujours. Pas vous, mais la France insoumise qui protestait, qui criait. Pendant que Marine Le Pen parlait, la France insoumise n'a pas bronché. Oui, moi ce que je regrette, c'est que... Ça vous gêne pas, ça? Mais je ne sais pas. Ce que je regrette, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce que vous regrettez? C'est qu'en réalité, il y a dans l'expression des insoumis dans ces moments-là, malheureusement, la forme qui emporte le fond. Mais oui. Et malheureusement, ça ne sert personne. Ça ne les sert pas eux, ça ne sert pas la gauche. Et ce que nous devons faire comme démonstration, nous, en ce moment, c'est quoi? C'est de dire que si demain Michel Barnier devait être censuré, que nous sommes prêts, que nous sommes là, prêts à prendre le pouvoir et à l'assumer, et l'assumer dans la difficulté. Et donc, ça suppose que nous ayons un comportement qui corresponde à cet état d'esprit. Si nous donnons le sentiment d'être en permanence dans le happening, eh bien, les gens considéreront que nous sommes, en réalité, incapables d'être demain aux commandes du pays. Et moi, ce que je veux faire comme démonstration, c'est que demain, nous pouvons être à Matignon, nous pouvons occuper les ministères et nous pouvons diriger ce pays. C'est-à-dire montrer votre crédibilité, si j'ai bien compris. Mais vous m'avez bien compris. Que ce comportement nuit à votre crédibilité. Oui ou non? Bien sûr, bien sûr. Olivier Faure, il y a une motion de censure. Qui la dépose d'ailleurs? C'est LFI ou c'est vous, le PS? C'est nous qui allons la déposer, mais qui sera signée par l'ensemble de la gauche, et c'est moi qui la défendrai. C'est vous qui vous la défendrez? Absolument. Bien. Donc avant même que le gouvernement n'agisse, vous censurez. Après le discours d'hier de Michel Barnier, vous n'avez pas changé d'attitude, vous censurez. Oui, nous allons prendre date. Nous savons très bien que Marine Le Pen et ses amis ne la voteront pas. Donc le suspense n'existe absolument pas. Simplement... Et si Marine Le Pen avait dit qu'elle voterait cette Non, il n'y a pas de si, Jean-Jacques Bourdin. Il y a une situation qui existe et qui est celle que nous connaissons. Et donc nous allons prendre date et dire que nous sommes dans l'opposition. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes rétifs à toute forme d'avancée. Nous allons faire des propositions, et notamment sur la phase budgétaire qui commence, nous dirons ce que nous pensons, et si le Premier ministre même veut faire des économies, on peut en faire. Alors, pas des économies sur les services publics, pas sur l'hôpital, pas sur l'éducation, pas sur la justice, pas sur la sécurité. Oui, non, mais moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a des tas d'économies à réaliser. Vous avez aujourd'hui des aides qui sont des aides aux entreprises, par exemple, qui sont insupportables, parce qu'elles sont des effets d'aubaine pour les entreprises et ne servent ni l'emploi, ni les salaires. Vous avez aussi des effets d'aubaine incroyables avec des niches fiscales qui sont là pour protéger des gens qui ne le méritent pas. Donc on verra s'il a le courage de s'attaquer, y compris des intérêts qui sont des intérêts financiers puissants. S'il le fait, nous serons là. J'ai entendu Gabriel Attal qui, lui, est toujours dans cette histoire de « touche pas aux riches ». Bah écoutez, on verra. Si nous devons défendre Michel Barnier parce qu'il s'attaque réellement aux puissances financières, nous le ferons. Maintenant, on verra si l'habileté... Mais nous le ferons si l'habileté ne se transforme pas en volonté. Est-ce le défendre que de le censurer? Je vous pose la question parce que... je suis dans l'opposition. Je n'ai pas non plus... Je ne suis pas là pour le défendre ni le protéger. Je dis simplement que s'il fait réellement ce qu'il annonce, c'est-à-dire qu'il va vraiment chercher l'argent là où il se trouve. C'est ce qu'il a dit hier. Oui, mais moi je suis... Non mais, à la fois, donc les nouveaux impôts, c'est pour les plus riches et les grandes entreprises. Très bien, nous verrons jusqu'où il va. Donc vous et sur les économies, avant de savoir ce qu'il va faire. Économies, je censure parce que je suis dans l'opposition et que donc je dis d'où je parle. Vous êtes dans l'opposition, vous censurez. Mais Jean-Jacques Bourdin, si vous ne m'écoutez pas, ça sert à rien que je vienne. Je viens de vous dire exactement l'inverse. Je vous ai dit, en fait, je suis dans l'opposition. Et donc je dis d'où je parle. Mais je dis aussi que je suis prêt
à avancer à chaque fois que ça ira dans le bon sens. Donc, si le gouvernement dit je cherche de la ressource fiscale auprès des plus riches, je prends. S'il dit qu'il faut faire des économies et qu'il fait des économies non pas sur la classe moyenne, sur la classe populaire, sur les services publics, mais qu'il fait des économies sur tout ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est-à-dire ces aides apportées au monde de l'entreprise qui ne servent à rien, je pense, dans le domaine de la Sécu. Je pense par exemple à ces exonérations de cotisations au-delà de 2 SMIC. Je pense par exemple au crédit impôt recherche qui est parfois très mal utilisé. J'étais l'autre jour avec des salariés de Sanofi dans le domaine de la recherche qui sont en train de se faire délocaliser et qui, pourtant Sanofi qui reçoit chaque année de l'argent de l'État pour financer sa recherche. Là, effectivement, il y a des choses à faire. Voilà, donc là, je suis prêt à avancer. Bien. Un mot encore sur la gauche, puis je vais revenir sur ce qu'a dit Michel Barnier hier, sur la gauche. Candidature unique ou pas en 2027 ? Parce que vous dites non, pas de candidature unique, mais LFI dit le contraire. Alors c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui, pardon, c'est l'inverse, oui. Moi je dis, oui, c'est l'inverse, oui. Moi je dis effectivement qu'il y a une forme d'évidence. Oui, mais candidature unique. Mais je vais vous répondre. Oui, allez-y. Donc la candidature unique, c'est en réalité une nécessité. Je sais bien que c'est un objectif qui est en réalité très difficile à atteindre. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont déjà dans les starting blocks et qui veulent aller coûte que coûte à l'élection présidentielle. Je ne suis pas naïf. Mais simplement ce que je dis. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui sont en train de se déclarer François en ce moment. Hollande, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Mais vous allez en citer beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Moi, ce que je dis, c'est que si on multiplie les candidatures. Pas vous ? Mais laissez-moi vous répondre. Bon, je vous dis que si on multiplie les candidatures, aucune n'ira au second tour. Depuis 2002, déjà, à 3 reprises, donc 2002, 2022, en 20 ans, la gauche a été absente à 3 reprises du second tour. Est-ce que nous sommes prêts à jouer encore cette idée-là la prochaine fois, et cette fois-ci avec le risque réel que ce soit l'extrême droite qui l'emporte? Moi, je dis qu'il faut à un moment dire halte au feu. Et donc, il faut avoir, disons les choses autrement, la candidature la plus unique possible. Il y aura certainement des gens qui s'affranchiront de l'unité. Mais moi, je veux que nous puissions conduire avec celles et ceux qui y sont prêts. Et là aussi, c'est une affaire de compromis. Et donc, non pas d'alignement sur qui que ce soit, mais de compromis pour pouvoir avancer, présenter un projet qui puisse avoir l'adhésion des Français, qui puisse, au premier tour, passer le cap et au second tour remporter une majorité. Voilà ce que je souhaite, parce que je ne suis pas prêt toute ma vie à regarder en fait les trains passer et à me dire que au nom de notre intransigeance, nous n'avons même pas réussi à damer le pion à la droite et même pas entamer le crédit de l'extrême droite. Donc nous avons aujourd'hui une nécessité absolue, qui est de regrouper celles et ceux qui y sont prêts pour faire en sorte que, en 2027, ce ne soit pas Marine Le Pen qui soit la présidente de la République. J'ai vu au Parti Socialiste, ça bouge encore, Karim Bouamran. Ça bouge beaucoup même. Ça bouge encore, oui, Olivier Faure. Karim Bouamran qui lance son mouvement, son parti, il est socialiste. Encore un. Ben oui, bien sûr. Oui, vous vous réjouissez, j'imagine. Mais je me réjouis, je serai même, il m'a invité à venir à son rassemblement, j'irai. Et Karim c'est un ami, donc en fait, il n'y a pas de raison de repousser. Vous n'êtes pas allé à Bram, là. Mais moi, ce que j'ai dit à tous les socialistes, pour tout vous dire, on m'a dit, moi je n'ai pas de problème avec les gens qui ont de l'ambition et qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. C'est un droit le plus absolu, chacun a le droit. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut de la discipline. Et qu'il faudra, le moment venu, choisir celui ou celle qui est le mieux placé pour l'emporter sur la base d'un projet qui est un projet partagé. C'est simple, mais ça suppose que chacun accepte l'idée que l'ambition personnelle doit à un moment s'effacer devant l'ambition collective. Est-ce qu'il ne faudra pas un jour ou l'autre choisir entre une alliance avec LFI et un chemin indépendant, plus indépendant, réunissant une social-démocratie et des socialistes qui ne veulent pas de l'extrémisme d'LFI. Mais est-ce qu'il arrivera un moment où il faudra choisir, Olivier Faure? Non, je pense que la gauche ne peut... Vous êtes condamné à avancer avec LFI. Mais je ne suis condamné à rien. Je dis simplement que moi, ce que je souhaite, c'est faire en sorte que toute la gauche avance à un moment en ayant
le désir réel de gouverner et pas simplement de témoigner ou de résister. Et donc, mon devoir, c'est de convaincre l'ensemble de la gauche. Ce n'est pas de jeter là l'opprobre sur tel ou tel, c'est de faire en sorte que nous avancions. Oui. Et que nous puissions faire en sorte que nous puissions répondre à ces millions de Françaises et de Français qui, aujourd'hui, souffrent de la situation. Et moi, ce que l'on me dit jour après jour, je passe mes week-ends dans ma circonscription ou à faire le tour de France, à rencontrer des femmes et des hommes qui me disent toutes et tous la même chose. Ils me disent, ne lâchez pas. Faites en sorte que la gauche puisse avancer. Mais faites-le intelligemment. Et bien, c'est ce que je dis ce matin à votre micro. Je dis, nous devons avancer, nous devons le faire en étant crédibles, nous devons le faire en étant capables de dire que nous pouvons gouverner. J'étais, pour tout vous dire, clin d'œil à des gens avec qui j'ai mangé hier soir, j'étais dans un restaurant et d'un seul coup, les gens, une jeune femme m'interpelle et me dit, est-ce qu'on peut faire un selfie? Je lui dis, bah oui, pourquoi pas, etc. Elle me dit, mais ça va pas vous plaire, moi je vote pas pour vous. Mais pourquoi ça me plairait pas? Dites-moi pour qui vous votez, peu importe. Et puis nous allons discuter. On s'est installé, on était 4 à table, et là nous avons commencé à discuter. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on ne vous connaissait pas, on ne savait pas qui vous étiez. Et vous savez quoi? Eh ben, la prochaine fois qu'il y a une élection, on appellera à voter pour vous. Moi, c'est ça que je crois avec la vie politique. La vie politique, c'est de chercher à convaincre des gens, y compris qui sont très éloignés de vous. Moi, je parle à tout le monde. Je suis dans une circonscription où beaucoup ont voté pour le RN. Je parle avec ces électeurs-là aussi, et je leur dis, ne vous trompez pas de combat. Votre adversaire, ce n'est pas votre voisin de palier parce qu'il est d'une origine étrangère. Votre adversaire, c'est à chaque fois celui qui vous prive de votre service public. Battez-vous pour que vous ayez un RER qui arrive à l'heure. Battez-vous pour que l'hôpital il soit là. Battez-vous pour que dans la classe de votre enfant, il y ait un maître en face de votre enfant. Se trompe de combat en flattant, par exemple, le vote communautariste. Je vous pose la question, franchement. Mais moi, je ne suis pas communautariste. Moi, je ne suis pas communautariste et je pense que le communautarisme, ça ne séduit personne. Y compris les gens auxquels vous pensez vous adresser dans ces cas-là, vous disent, mais moi, je ne veux pas être essentialisé. Je ne veux pas être considéré uniquement comme un Français d'origine étrangère avec telle ou telle religion. Je veux qu'on me considère comme quelqu'un qui a des besoins à satisfaire parce que j'ai une famille, parce que j'ai un boulot que je n'ai plus ou que je ne suis pas assez payé. Voilà ce que les gens me disent et je souhaite qu'on les considère comme tels. Et c'est comme ça que nous avancerons en ayant un discours qui parle à toutes et tous et que nous puissions parler à la fois aux gens des villes et aux gens du monde rural, ne pas séparer les uns des autres, faire en sorte que nous puissions être un parti qui s'adresse à tous les Français. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est fédérer les gens, permettre de les fédérer derrière un projet commun, leur dire voilà où nous sommes, voilà où nous voulons aller et voilà comment nous allons faire pour y parvenir. Bien, Olivier Faure, je reviens sur ce qu'a dit Michel Barnier. Donc, en ce qui concerne les recettes budgétaires, parce que il y a un immense trou dans la caisse. Très grandes entreprises, Français les plus fortunés, lutte contre la fraude. Ça, vous approuvez, j'imagine, toutes les fraudes. Hein. La fraude fiscale, la fraude sociale, tout ça, vous approuvez, j'imagine. Rien à dire. Les dépenses, réduction des dépenses publiques. Voilà ce qu'il a dit. Là, vous attendez de voir, si j'ai bien compris. Je vous ai dit, il y a des dépenses publiques aujourd'hui qui sont parfaitement infondées. Et donc, il y a des pertes de recettes pour l'État dans ces cas-là qui sont considérables et sur lesquelles nous pouvons revenir. Les retraites, il a dit reprendre le dialogue. S'il faut aménagement, il y aura aménagement, correction. Ça vous va ou pas? Non. Non. Non, ça ne me va pas parce que la réalité, c'est que moi, je suis pas complètement demeuré. J'espère que vous en êtes conscient et que donc je ne dis pas que on ne peut pas, on ne doit pas, à un moment, y compris améliorer le système antérieur. On doit toujours chercher à avancer. Mais ce que je dis, c'est que la réforme qui a été portée par Emmanuel Macron, adoptée par le biais du 49.3, parce qu'il n'avait pas de majorité pour cela, ni à l'Assemblée, ni dans le pays, eh bien, c'est une réforme qu'il faut abroger. Et ensuite, ouvrir là une conférence sociale avec les partenaires sociaux et permettre de trouver les solutions pour permettre de faire en sorte que ceux qui ont eu une vie difficile, une vie avec un métier beaucoup plus pénible que le vôtre ou que le mien, puissent partir plus tôt que nous. Ça me paraît être une évidence. Et ne pas fixer cet âge pivot à 64 ans qui en réalité fait peser le financement de nos retraites sur ceux qui vont cotiser beaucoup plus longtemps que les autres parce que, en réalité, avant 64 ans, ils auront déjà leurs annuités. C'est ça la difficulté de ce projet. Alors, vous allez, parce que vous êtes embarrassé avec le dépôt, d'ailleurs le RN est embarrassé aussi avec cette abrogation de la réforme des retraites et le 31 octobre, le RN, dans sa niche parlementaire, a décidé de proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, le discours du RN
RN est plus ambigu. Vous, pas de souci, vous allez tout faire pour abroger cette réforme des retraites, et s'il le faut, censurer le gouvernement sur ce sujet-là. On est bien d'accord. Censurer, oui, sur l'ensemble de son œuvre. En fait, vous parlez du précédent, là, en l'occurrence. Mais, non, mais moi, je souhaite évidemment que nous puissions aller vers l'abrogation. Et donc, il y aura une niche parlementaire qui sera le 28 novembre. Voilà. Et donc, le 28 novembre, nous voterons. Toute la gauche nous votera, en fait, le projet d'abrogation. Et le 31 octobre, vous ne voterez pas avec le RN? Non, nous ne voterons pas avec le RN pour des raisons qui sont à la fois... Mais vous attendez à ce que le RN vote avec vous le 28 novembre? On verra ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Moi, je ne suis pas là pour venir une génuflexion devant le RN. Je dis simplement que le RN n'a même pas la possibilité de faire passer son texte d'une assemblée à l'autre, puisqu'ils n'ont pas de groupe au Sénat. La gauche a cet avantage compétitif, si je puis dire, c'est que nous avons non seulement des groupes parlementaires à l'Assemblée, mais aussi au Sénat, et donc nous pouvons organiser nous-mêmes la navette et faire en sorte que cette réforme, cette abrogation, soit vraiment effective, puisque nous pourrons faire passer ce texte au Sénat, puis après le faire revenir à l'Assemblée et le faire adopter définitivement par l'Assemblée. En matière de sécurité et d'immigration, vous avez écouté le Premier ministre également, vous avez apprécié ou pas? Est-ce qu'il y a des points qui vous ont inquiété ou qui vous ont rassuré? Il n'a pas dit grand-chose. Et j'aurais aimé, ce qui m'aurait rassuré, c'est, voyez-vous, qu'il reprenne, parce qu'il a repris Bruno Retailleau sur la question de l'état de droit. Oui. Et il a bien fait. Il a été très précis sur l'état de droit. Il a dit qu'il faut respecter l'état de droit. Bien sûr. Il l'a dit. Et c'est même presque gênant qu'il soit obligé de le rappeler. Ça devrait être un principe fondamental pour chacune et chacun d'entre nous. Mais j'aurais aimé qu'il aille plus loin et qu'il rattrape par la manche son ministre de l'Intérieur, y compris sur le sujet migratoire, où là, Bruno Retailleau se fait l'interprète de Marine Le Pen, qui d'ailleurs Quand il dit l'immigration n'est pas une chance pour la France? Mais l'immigration est une chance pour la France. Oui, mais Bruno Retailleau a dit le contraire. Oui, justement, j'aurais aimé que le Premier ministre, à un moment, lui dise qu'on ne peut pas dire ce qu'il dit. Parce que nous avons un pays qui est un pays prospère, mais nous le devons aussi à ceux qui sont venus reconstruire le pays après-guerre, à ceux qui sont venus à chaque étape renforcer, créer, innover, faire en sorte de créer, apporter de la réussite. Le gouvernement ne doit pas aussi protéger les Français d'une immigration clandestine qui pourrait être, aux yeux de beaucoup de Français, envahissante? Mais vous savez, si vous voulez véritablement que les flux migratoires diminuent, il y a une solution. C'est le juste échange, c'est de faire en sorte que les situations géopolitiques se stabilisent dans les pays qu'ils fuient, c'est de faire en sorte de se battre efficacement contre le réchauffement climatique. Contre des laissez-passer consulaires, c'est pas ce qu'a dit hier Michel Barnier. Ça n'a pas marché. Sarkozy a essayé de le faire, et vous avez vu ce qui s'est passé avec le Maroc, ça n'a pas marché du tout. Donc franchement, ça c'est une solution d'estrade. Moi ce que je dis, c'est que si vous ne luttez pas contre le réchauffement climatique, par exemple, qu'est-ce qui se passera? Vous croyez que les gens vont se laisser mourir de faim et de soif à l'endroit où ils vivent? Non, ils chercheront à bouger. D'ailleurs, ils ne bougent pas spécialement en direction de la France. Ils bougent d'abord dans les régions limitrophes. Et puis, parfois, quelques-uns d'entre eux franchissent la Méditerranée au péril de leur vie. Mais vous croyez vraiment que des gens qui ne savent même pas nager, qui rentrent sur un canot pneumatique, sont prêts à le faire uniquement parce qu'ils cherchent à bénéficier de l'aide médicale d'État? Non mais c'est une blague. Ce qu'ils font, c'est qu'ils fuient la misère, ils fuient tout simplement une mort certaine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut tout simplement à un moment se dire que nous qui bénéficions de cet échange parfaitement injuste, nous qui bénéficions du travail des enfants, parce que votre téléphone, si vous avez un téléphone qui vaut 1000 € aujourd'hui, c'est parce que vous avez un môme qui à l'autre bout du monde est descendu dans la mine et qu'il a été payé une bouchée de pain. Eh bien, si nous étions capables de dire qu'il y a des échanges qui doivent être plus équilibrés entre le Nord et le Sud, que nous devons nous-mêmes, nous qui avons été les auteurs de ces grandes révolutions industrielles et qui avons bénéficié de ce confort incroyable que nous avons aujourd'hui, eh bien si nous étions capables de penser effectivement que nous avons nous aussi une dette par rapport à ces pays-là. Ils ont une dette financière, nous avons une dette qui est une dette morale, une dette coloniale, j'allais dire. Eh bien, dans ces cas-là, nous aurions peut-être quelque chose qui permettrait de réguler les flux et de le faire de la manière la plus efficace qui soit. Merci Olivier Faure d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58, Sud Radio, Patrick Roger, juste après les informations de 9h.